Il y a 20 ans, Zied Benna et Bouna Traoré, deux adolescents de Clichy, sont poursuivis par des policiers. Pris de peur, ils décident de se cacher dans un transformateur électrique. Ils n'en ressortiront jamais. Leur mort suscite l'émotion et déclenche une des plus grandes révoltes urbaines de l'histoire récente du pays. Les affrontements entre les quartiers et la police vont durer plus de 3 semaines. 3 semaines qui ont bousculé la France. Les événements que nous venons de vivre sont graves. Mise à nu ces contradictions et ouvert une nouvelle ère politique et sécuritaire. D'un côté, nous avons une jeunesse qui se soulève face à des années d'humiliation et de discrimination, et de l'autre, un État qui va les réprimer à coups de blindés et d'hélicoptères. Entre militarisation de la police et recours à l'état d'urgence, les quartiers vont servir de véritables laboratoires de la répression. Dans le jeu politique aussi, 2005 est un tournant. Le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, l'a bien compris. Il va contribuer à mettre le feu aux poudres. Ses provocations et ses mises en scène d'autorité en banlieue lui servent à construire un récit au service de ses propres ambitions politiques. On va donc nettoyer, au propre comme au figuré, la cité des 4000. 20 ans plus tard, la logique et les instruments élaborés dans la gestion des révoltes sont devenus doctrine. Loi de travail, gilets jaunes, retraite, la répression violente des mouvements sociaux est devenue systématique. Donc les mecs, on est bandits. J'ai pas bien quand même. Un vrai kiff. On va les manger, hein. Bah oui, faut qu'on les tue. Ce qui était réservé aux quartiers est étendu aux manifestants des centres-villes. La police et ses syndicats ont pris une place centrale au sein du pouvoir et le nombre de personnes décédées lors des contrôles a explosé. 2005 a été un point de départ de grands changements au sein de l'État, sa police et leur rapport à la contestation. Pour les comprendre, il faut revenir en arrière. Il y a 20 ans, le 27 octobre 2005, deux adolescents, Zied Benna et Bouna Traoré, respectivement 17 ans et 15 ans, mouraient électrocutés en tentant d'échapper à un contrôle de police à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Ils jouaient au foot, aperçoivent des policiers, prennent peur et courent vers un site EDF. 10 ans plus tard, les deux policiers sont relaxés. Clichy-sous-Bois, 27 octobre 2025. Il y a 20 ans, jour pour jour, Bouna et Zied perdaient la vie dans un transformateur de la ville. Aujourd'hui, les proches se recueillent pour honorer leur mémoire, pour ne jamais oublier. C'est ici que cette histoire commence, avec celles et ceux qui gardent en mémoire 2005 et les bouleversements qui ont suivi. En fait, je suis éducateur de rue, moi, dans cette ville-là, à Clichy-Montfermeil. J'habite ici, je suis aussi éducateur de rue. Je sortais de ma formation d'éduc et je devais boire un pot avec des potes. Et en fait, au moment où je les ai appelés pour leur dire que j'avais terminé la formation et qu'il fallait qu'on se voit, c'est eux qui m'ont dit non, mais laisse tomber, on va pas se voir là où t'es, on va plutôt se voir à Clichy. Il vient de se passer un truc, viens, on t'explique. En ce moment-là, j'habitais à Gennevilliers avec des potes, on avait un appart, un HLM. Je pense que l'info, elle est arrivée comme ça par des mecs qui passaient à la maison. Il y avait une sorte d'atmosphère, l'info, elle a fleuri à plein d'endroits en même temps. Et je pense avec 2 trucs déjà, tu vois, parce que ça a brûlé très très vite, mais je pense quand on a eu l'info, il y a eu un truc entre les deux de encore une histoire comme d'autres, on les connaît. Quand je suis arrivé, j'ai vite compris qu'il y avait un truc qui n'allait pas parce que plein de jeunes que je croisais, ils étaient énervés, en colère et ils n'arrêtaient pas de me dire « Ah, t'as vu ce qui s'est passé ?» Les Zied et Bouna venaient de mourir, quoi. Tu les connaissais ? Ouais, je les connaissais parce que du coup, je les voyais dans la rue, parce que mon travail à moi, c'était la rue. Donc, ouais, des gamins joyeux, plein de bonheur. Franchement, avec un sourire de dingue, quoi. C'est juste exprimer la joie, quoi. Alors d'abord, c'est un choc, comme tout le monde, de voir 2 gamins qui, parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont arabes, parce qu'ils sont musulmans, parce qu'ils habitent les quartiers populaires, meurent dans le cadre d'une intervention policière. J'étais dans ma ville, Fresnes. Cette semaine-là, je crois, on était sur une action qu'on menait régulièrement au cœur de notre quartier. Et quand c'est arrivé, j'avais le sentiment d'avoir perdu un petit frère. Immédiatement, plutôt que de rester à absorber ce qu'on nous servait médiatiquement, je me suis rendu sur place. En 2005, j'ai été informé immédiatement des premières heures avec la police, suite à la mort de Zied et Bouna, par un coup de fil
d'une responsable associative de Blanc-Ménil qui m'alertait sur ce qui était en train de se passer. Dès qu'on a appris qu'il y avait une histoire de transformateur, en fait qu'ils avaient couru et qu'ils étaient morts parce qu'ils avaient voulu échapper aux flics, il y a un truc particulier dans cette histoire-là, tu vois. Dans chaque crime policier, il y a un truc horrible, mais là, il y a un truc que, en fait, je crois, il y a que les habitants des quartiers populaires qui comprennent. C'est que, nous, on savait pourquoi ils ont couru, quoi. Ils n'ont pas couru parce qu'ils ont fait un truc bizarre. Ils ont couru parce que un contrôle, c'est toujours le risque. C'est toujours déjà une humiliation. C'est le risque que ça dégénère. C'est le risque que tu te fasses taper, que tu te fasses embarquer. Tes parents, ils vont te niquer. Comment tu peux aller te mettre dans un transformateur ? Est-ce que quelqu'un qui a pas peur pour sa vie, il va aller se mettre dans un transformateur électrique, tu vois. Et du coup, ils sont morts d'avoir essayé d'échapper à la mort par la police, tu vois. Et ça, nous, ce truc-là, en fait, ça nous est apparu évident assez rapidement. Et donc, j'ai donc décidé d'aller passer quelques jours là-bas pour rencontrer ce que les médias présentaient comme des émeutiers et moi comme des révoltés. « 150 tirs de flashball, une cinquantaine de grenades lacrymogènes. Environ 300 jeunes de la cité face à 400 policiers. La ligne de front, la voilà, la principale rue du quartier. » Dès le premier soir, il y a de fait cette colère de jeunes qui avaient envie de s'exprimer parce qu'elles ne trouvaient pas normal que 2 potes à eux sont décédés avec des conditions inadmissibles. Je sais pas si c'était le premier soir, je me rappelle plus. Mais nous, sur Gennevilliers, ça a été assez chaud. Et ouais, en fait, directement, il y avait des coups de fil d'autres gars qui appelaient, qui disaient « Ah, les petits sont en train d'allumer des poubelles au quartier. » On a senti qu'il y avait autre chose, quoi. Il y avait quelque chose de beaucoup plus intense que les autres fois, parce que d'autres quartiers, ils s'allumaient, parce que tout le monde était très triste et très en colère. Et nous, tu vois, on avait 24-25 ans, donc on était déjà des grands au quartier. Enfin, c'était les petits qui brûlaient des trucs, tu vois, c'est les 15, 16, 17 ans. Mais en fait, ce qui s'est passé aussi très rapidement, c'est que, en fait, on a vu les CRS arriver et encadrer le LUT. Du coup, gros quartier populaire de Gennevilliers, 10 000 habitants, enfin un truc, une petite ville dans la ville, quoi. Enfin, on a vu que y avait une tension de fou du côté du pouvoir aussi, quoi. Et ça, après, c'est des trucs qu'on a creusés, tu vois, et on s'est rendu compte que, effectivement, en fait, d'une certaine manière, ils ont testé des dispositifs qui étaient là, qui étaient préparés, et ils les ont déployés. Mais ça a participé à engendrer aussi des choses, parce que quand t'es en deuil pour la mort de 2 jeunes, et que là, au lieu que on te présente des condoléances, qu'on cherche pourquoi ils sont morts, qui est responsable, etc., quand t'envoie des forces de répression qui encerclent le quartier et la BAC qui rentre à l'intérieur pour péter des gens, alors que pour l'instant, il s'est encore rien passé, tu sais qu'en fait, il y a... Nous, on disait c'est la guerre. On disait ils nous font la guerre à l'intérieur, quoi. Quand un jeune meurt lors d'une intervention policière, il y a un schéma qui revient à chaque fois. La criminalisation. On évoque un délit, un passé judiciaire, une histoire, vraie ou fausse, peu importe. L'important est de déplacer le débat, de décrédibiliser. Et pour Zied et Bouna, le mensonge est venu de très haut. Bien sûr, d'un terrible drame humain, selon les indications qui m'ont été données, de cambrioleurs étaient à l'œuvre, mais bien sûr, je souhaite qu'on tire toutes les leçons d'un tel drame. 6 jeunes sont interpellés sur ce chantier pour le cambriolage d'un cabanon. Le fait qu'on essaye d'instrumentaliser un peu cette histoire et de dire que, en fait, un coup ils étaient poursuivis, un coup pas poursuivis, un coup ils étaient en train de les qualifier comme s'ils avaient cambriolé un chantier alors que c'était pas vrai. Ils revenaient juste d'un match de foot, quoi. Et ressentir cette énième injustice, tous les discours des politiques qui étaient véhiculés à cette époque-là ne relataient pas la réalité des faits, puisqu'on les avait fait passer, on les avait incriminés en les faisant passer pour des cambrioleurs, ou qu'ils étaient susceptibles de cambrioler dans la zone où ils ont été aperçus. Ça part de là, et c'est ce que Sarkozy avait relayé ouvertement à travers les médias. Et il a fallu que les habitants, à travers les révoltes, se rendent compte que, au final, quand la pression
populaire a pris, c'est là où on a commencé à voir sur le plan judiciaire, à voir les récits, les rapports et les retours de toutes les étapes en fait, de ce qui a amené à ce drame. Purée quand même, c'était pas rien en fait. Il y avait une violence de dingue, je veux dire, entre les affrontements entre la police, les jeunes, des hélicoptères qui tournent au-dessus de ta tête, tu te fais gazer, tu te fais tirer au flashball, tu essaies de discuter avec des forces de l'ordre qui veulent rien entendre, qui te disent allez casse-toi, rentre chez toi, de toute façon ce soir il n'y aura pas de pitié, on dit mais nous on essaie d'alerter les gens pour pas qu'ils sortent. Rentrez, plus rien là, rentrez, allez. Et allez, vas-y rentre toi, c'est bon, viens. Il dit non, c'est trop tard, il faut les laisser, maintenant qu'ils sont sortis, ils assument, enfin des trucs comme ça. Troisième nuit, on commence à sentir que les choses redescendent, et malheureusement, troisième nuit, gazage de la mosquée. Une nouvelle nuit de violence à Clichy-sous-Bois entre policiers et bande de jeunes. 4 jours après la mort de 2 adolescents, une grenade lacrymogène d'origine policière a été tirée en direction d'une mosquée. Hier soir, les forces de l'ordre niaient cette version des faits. Pour eux, la grenade de lacrymogène tirée dans la mosquée ne provenait pas de la police. Pourtant, 1 heure après les faits, celle qui nous est présentée sur les lieux ne laissait aucun doute et correspondait en tout point au matériel officiel que nous montre un policier un peu plus tard. Des pères de famille se retrouvent emprisonnés dans une mosquée à inhaler le gaz lacrymo. La provocation a été trop loin. En fait, ils ont dépassé une certaine limite qu'il ne fallait pas dépasser. Il y a la mort, tout ça. Ils ont touché la mosquée. On s'en va avec nous. Sortez-vous les gars. Là, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, parce qu'encore on entend des propos d'un ministre de l'Intérieur qui est Nicolas Sarkozy, qui vient nous expliquer qu'en fait, qui reconnaît bien que c'est des dotations qui sont de la police, mais c'est pas eux qui les ont tirées, comme si les habitants ils étaient en capacité d'aller tirer eux-mêmes des grenades de la police, quelque chose qui a pas de sens, quoi. Je veux dire, voilà. Je confirme que c'est bien une grenade lacrymogène qui vient qui est en dotation dans les compagnies d'intervention qui étaient sur place en Seine-Saint-Denis cette nuit-là. C'est un point de bascule parce que on sent bien en fait que derrière ce qui venait de se passer, est-ce qu'on avait envie que les choses se calment ou est-ce qu'on avait envie que les choses prennent une autre tournure? Et j'ai plus eu le sentiment que on a voulu que ça prenne une autre tournure. Et du coup, ça, on sentait qu'il y avait une intensité très très forte de colère chez les plus jeunes, mais qu'il y avait une sorte de soutien aussi chez les parents, même si bien sûr tout le monde était inquiet, tout le monde avait peur. T'as la moitié des gens qui disent non, sortez pas, ils vont vous faire des dingueries. D'autres gens qui laissent sortir mais qui s'inquiètent. Tout le monde est inquiet, tu vois, mais il y avait un sentiment que... autre chose était en train de prendre, enfin, tu vois, une intensité beaucoup plus forte, beaucoup plus profonde, beaucoup plus large. Et en fait, ça s'est confirmé parce que ça s'est mis à durer, et ça s'est mis à durer dans l'intensité, quoi. D'ailleurs, je m'en rappellerai, dans la 6e nuit, Nicolas Sarkozy organise une rencontre à Beauvau. Et à ce moment-là, Sarkozy nous pose la question en disant bon, comment on peut arrêter tout ça, ça prend trop d'ampleur, ça devient plus gérable. On lui dit écoutez, nous personnellement, nous on va vous parler de notre territoire. Nous on vous dit tout simplement tant que vous continuez à ce que vos CRS soient en bas des immeubles, les choses ne s'arrêteront pas. Soit vous sortez, vous me mettez en périphérie, soit c'est clair que les choses vont... Voilà. Et au moment où on était en train de parler de ça, il y avait toute la police réunie, hein, mais quand je dis police, ça veut dire au plus haut niveau, quoi. Ouais. Et les téléphones ne faisaient que de sonner. Bon. Puis on entendait ça pète là, ça pète là, ça pète là, ça pète là. Ça veut dire que l'hémorragie était partie, quoi. Et je m'en rappellerai tout le temps, Sarkozy qui se prenait la tête entre les mains comme ça et qui nous dit écoutez, si vous trouvez une solution, je suis preneur. Voiture de keuf? Non, là c'est une voiture de keuf. Oh putain.
Après 13 jours de violence urbaine, le gouvernement recourt aux grands moyens. L'état d'urgence est officiellement décrété. Il permet au préfet d'instaurer un couvre-feu dans les zones concernées. C'est déjà le cas ce soir à Amiens, une procédure rarissime qui remonte à la guerre d'Algérie. Le 8 novembre 2005, l'état d'urgence est déclenché. Il donne au préfet des pouvoirs spéciaux. Couvre-feu ciblé, interdiction de circulation, fermeture de lieux et perquisition administrative. Les effectifs policiers augmentent massivement, jusqu'à 12 000 agents déployés chaque nuit, contre environ 7 à 8 000 les jours précédents. Les arrestations se multiplient partout, et en quelques jours, l'État reprend le contrôle de la situation. Mes chers compatriotes, les événements que nous venons de vivre sont graves. Ils ont entraîné des drames humains et des pertes matérielles considérables. La justice est saisie, elle fera toute la lumière, elle sera sans faiblesse. Le bilan de ces révoltes s'élève à plus de 10 000 véhicules incendiés, 233 bâtiments publics endommagés, 5 000 personnes sont interpellées, 1 300 d'entre eux sont incarcérés, dont de nombreux mineurs au moment des faits. Les raisons profondes de cette révolte, c'est le sentiment d'une réalité qui ne change pas. Ces jeunes ont grandi. Ils ont 15 ans en 2005. Ils grandissent à un moment dans lequel l'ensemble du débat médiatique et politique ne fait que les assigner à une place qui est une place inégalitaire. Il n'y a plus d'espoir dans l'avenir et les contrôles de police se font de plus en plus humiliants, de plus en plus sévères, alors qu'ils étaient déjà dans le passé quelque chose qui était inadmissible. Bref, ces jeunes sont socialisés dans une société inégalitaire. Et là, c'est le cri de ça n'est plus possible, la vie ne vaut pas le coup d'être vécue si on risque de mourir au coin d'une rue et d'être humilié par des contrôles de police permanents. Ces révoltes sont l'expression du malaise profond des quartiers populaires, mais aussi le fruit d'une stratégie politique qui a conduit à l'explosion pour finalement profiter de ses conséquences. L'État avait un rôle dans lequel il a prédéterminé toute une partie des choses qui se sont passées, notamment à travers l'impunité des violences policières, le renforcement continu de la férocité de la police, de son armement, la collaboration avec une justice et une prison qui détruisent les vies des habitants des quartiers. Quand on a vu arriver là, le système répressif qui a été déployé en 2005, on voyait très bien qu'il y avait un programme derrière. Il y avait des choses qui avaient été élaborées, pensées, préparées et qui s'essayaient, qui s'expérimentaient. Dans les médias dominants, dans l'idéologie de la droite, de l'extrême droite, tout au long des années 70, 80, 90. Je crois à l'inégalité des races, oui, bien sûr. C'est évident, toute l'histoire le démontre. Un sondage indique en effet que 40% des Français s'avouent plutôt ou un peu racistes. 6 Français sur 10 estiment qu'il y a trop d'Arabes en France et 20% trop de Juifs. Les Zoulous, donc, comme on les appelle, sur fond de musique rap et de banlieue, enquête d'Anne Poncinet. Eux aussi, ils font que de raconter ce truc-là de « Ah là là, les immigrés, un jour, ils vont se soulever. » Tu vois, c'était avant l'histoire du grand remplacement. Là, ils disaient ça va être la guerre civile entre l'immigration et je sais pas quoi, et les Blancs, quoi. Et du coup, en fait, ce truc-là, c'est comme s'ils travaillaient les inconscients longtemps avant. Et que moi, d'une certaine manière, et je m'en rappelle parce qu'on en parlait avec mes potes, on se disait, en fait, arrive un truc que tout le monde a déjà pressenti, quoi. Presque l'a rêvé. Et là, se joue un truc comme si ça avait été programmé. Du coup, en fait, l'État, il a à la fois il l'a préparé d'une certaine manière, les conditions de tout ça. Il s'en est saisi pour expérimenter des choses en termes de répression, et même en termes de dispositifs de surveillance, de dissuasion, tu vois, l'utilisation des hélicoptères, comme ça, pour empêcher tout le monde de dormir, avec les faisceaux lumineux et le bruit toute la nuit. C'est des trucs, on n'avait pas trop vu ça avant, quoi. Et puis, il s'en est servi aussi comme une étape de plus pour accélérer dans la logique sécuritaire. Mais il est clair que pour quelqu'un comme Nicolas Sarkozy, les émeutes, le désordre, constituent en quelque sorte la validation de la philosophie politique ou la philosophie policière qu'il promeut depuis au moins 2002. Lorsque, arrivé au ministère de l'Intérieur, dès le mois de mai 2002, il s'engage
dans une sorte de face-à-face avec les cités. On sait que l'avant-veille de la mort de Ziad Bouna à Clichy, il s'est rendu sur la dalle d'Argenteuil. Vous en avez assez, hein? Pour évoquer la racaille. Vous avez assez de cette bande de racailles. Bon, on va vous en débarrasser. Et pour lui, son génie politique, c'est effectivement de se saisir de cet événement-là pour le tourner à son avantage. D'autant plus que lui, à l'époque, il est en conflit pour le pouvoir au sein de son propre camp. Et il y a des batailles parlementaires très dures, mais assez vite réglées en fait, à son avantage, qui se déroulent entre lui et son Premier ministre, Dominique de Villepin. Et donc on voit bien que les événements, mais aussi du coup la police, à la fois comme institution et comme mythologie, vont être mobilisés à des fins de compétition politique. En fait, les événements de 2005, du point de vue de l'organisation de la police, ça va être un facteur d'accélération de la centralisation policière et en grande partie de la militarisation d'une bonne partie de la police. Centralisation parce que la gendarmerie est rattachée désormais au ministère de l'Intérieur. Un seul ministre dispose des 2 forces nationales de police, gendarmerie nationale, police nationale. Centralisation parce que le préfet de police à Paris a désormais l'autorité fonctionnelle, l'autorité de commandement sur l'ensemble des quasi 30 000 policiers de Paris et les 3 départements limitrophes. Centralisation aussi technique, parce qu'on a des salles de commandement et d'information qui, avec les dispositifs de vidéosurveillance, permettent d'actionner les policiers ou les équipes de police à distance. Militarisation, parce que précisément, on conçoit de plus en plus la police comme relevant d'une chaîne de commandement militaire sur le modèle militaire. On renforce le caractère, on peut pas dire autrement, militaire des unités de police conformes, toutes ces compagnies destinées à être projetées sur des terrains, des théâtres de désordre. Et on arme, alors on n'arme pas avec des armes à feu, c'est quand même une grosse différence avec ce qu'on entend par militarité, mais avec toutes sortes de ce qu'on appelle chez les policiers moyens de force intermédiaires, armes sublétales, non létales, etc. Non, après 2005, dans les semaines même qui suivent les événements, on renforce d'emblée les capacités défensives, offensives des policiers. À mesure un peu forte qu'on retient, c'est cet engagement de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, lors de ses cérémonies de vœux au syndicat de police. J'avais assisté à l'une d'entre elles, de doter les policiers en LBD, en lanceurs de balles de défense, parce que elles sont plus précises. Ces armes-là que les flashballs, et puis elles sont plus puissantes. Et toujours prêt à s'inventer tout plein d'ennemis, il dit on me critiquera beaucoup pour ça, mais je n'hésiterai pas, je vous équiperai en LBD. Les armes de contrôle des foules, ancêtres des lanceurs de balles modernes, naissent dans les stratégies coloniales. Des outils pensés pour mater les populations locales sans provoquer de scandale. Ces armes sont utilisées par les Britanniques en Birmanie ou en Irlande, avant de se diffuser dans les polices du monde entier. C'est en 1995, par une commande de Claude Guéant, que le flashball arrive en France. Au milieu des années 90, c'était réservé à quelques unités particulières. Donc une certaine massification de ces moyens-là. Des armes dites intermédiaires qui, avant d'être appliquées dans les quartiers populaires, passe par l'antiterrorisme. Par exemple, le flashball, grenade de désencerclement, toutes ces choses-là, en fait, sont d'abord transmises aux unités antiterroristes avant d'être transmises au BAC et puis à l'ensemble de la police. Il y a eu une montée en puissance, évidemment, de l'armement policier, des technologies de surveillance, des technologies de répression, et puis de la gestion judiciaire et carcérale, c'est-à-dire des peines beaucoup plus lourdes qui tombent sur des personnes beaucoup plus jeunes, et puis avec l'incarcération raciale de masse qui devient vraiment C'était déjà un problème fondamental pour les habitants des quartiers populaires, mais cette mécanique-là de destruction des vies s'accélère. Tout ça sur fond d'augmentation permanente des moyens qui sont donnés à la police, et surtout de la satisfaction des revendications catégorielles des policiers, parce que leurs syndicats ont un pouvoir considérable, un pouvoir qui leur a été donné petit à petit par les ministres de l'Intérieur qui se sont succédés et qui ont fait de la police un instrument pour leur
participation aux jeux politiques pour leur compétition politique à eux. La stratégie Sarkozy s'est avérée payante. La crise de 2005 l'a propulsé au centre du jeu politique et l'a mené jusqu'à l'Élysée. Mais ce nouveau président de la République le sait. La colère de 2005 est toujours là et peut ressurgir à tout moment. Et ça ne manque pas. En novembre 2007, moins d'1 an après son élection, des révoltes éclatent à Villiers-le-Bel suite à la mort de Larami et Mohsin. Ces deux adolescents de 15 et 16 ans sont morts après avoir été percutés par une voiture de police. S'ensuivent 2 nuits d'affrontements violents entre les jeunes du Val d'Oise et les forces de l'ordre. Les discriminations et les inégalités structurelles sont toujours là. Rien n'a été réglé. Il lui faut donc afficher une réponse, montrer qu'il prend en charge le problème. C'est dans ce contexte qu'il met en scène sa nouvelle solution en direction des quartiers populaires, le plan banlieue. On en vient maintenant à la présentation de ce plan pour favoriser la diversité en France. Cela fait des mois qu'on en parlait. Nicolas Sarkozy a dévoilé ce matin son plan pour les banlieues. C'est une de ses principales promesses de campagne. Le bilan des différentes politiques de la ville, des différentes mesures des plans banlieues, etc., est un échec complet. C'est un échec complet tout simplement parce que on n'interrogeait pas le système de fonctionnement de la société française, son marché du travail, son marché de la formation, son marché de l'enseignement. On n'interrogeait pas ce fonctionnement global de la société qui produisait en masse et de manière structurelle des inégalités, mais on focalisait sur les lieux où habitaient ces populations. Autrement dit, l'aspect pathogène n'était pas le système social qui était inégalitaire, mais l'aspect pathogène, c'était les quartiers, et dans les quartiers, la population. En réalité, à chaque fois que l'on parle de plan banlieue ou que l'on parle de politique de la ville, si on ne l'inscrit pas dans une modification du fonctionnement global de la société française, eh bien on considère que les vrais responsables de la situation, ce sont ces populations qui n'ont pas su s'intégrer, ce sont ces populations qui n'ont pas su prendre leur chance dans la société. Et donc c'était eux, plutôt que de changer la société, on prétendait changer les populations. Alors certains prétendaient les changer par de meilleurs logements, d'autres prétendaient les changer en améliorant la vie de quartier, etc. Mais à aucun moment on interrogeait le fait que s'il y a des banlieues, c'est qu'il y a une société qui produit des banlieues. On a 2 changements qui vont se succéder à quelques années près. On a un premier changement qui va prendre la forme des affaires dites du foulard, donc qui sont antérieures, et qui vont amener une modification des analyses et des regards et des autorisations de violence symboliques et réelles sur les populations, cette fois-ci non plus simplement issues de l'immigration maghrébine, mais ayant un marqueur d'islamité. On passe du racisme anti-algérien, puisque même les autres communautés étaient regardées comme algériennes, c'était l'héritage de la guerre d'Algérie, ça c'est les années 70 et 80, à l'islamophobie. Ça va être un premier grand changement qui va autoriser des gens de gauche à stigmatiser et à être dans l'autorisation de violence vis-à-vis de la population. Et puis on va avoir dans la foulée de cela après les attentats qui vont enlever toute barrière à justement cette logique-là, qui est une logique en gros qui est de dire désormais nous n'avons plus simplement affaire à des jeunes non intégrés, à des petits sauvages qui comme disait Chevènement, je crois, les sauvageons. De jeunes sauvageons brûlent la voiture de leurs voisins. Des petits sauvages qu'il faut réguler, etc. Mais nous avons affaire à un ennemi de l'intérieur. C'est plus simplement des personnes à remettre dans le droit chemin, c'est désormais des ennemis de l'intérieur qu'il faut combattre. Cette logique-là va expliquer pourquoi on va avoir une véritable de fascisation des politiques en direction des quartiers populaires avant qu'elles ne s'élargissent à l'ensemble de la société. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. En 2015,
avec la généralisation de l'état d'urgence et sa normalisation, en fait, c'est encore une fois dans les quartiers populaires que ça va se matérialiser en premier, et notamment à travers la dynamique de l'islamophobie, qui la mécanique antiterroriste qui vise soi-disant qui vise les personnes identifiées comme musulmanes, en fait, elle frappe la majorité des non-blancs dans les quartiers populaires. On reste dans un contexte quand même très fortement marqué par l'antiterrorisme. Il faut bien souligner que une police, surtout comme en France, une police centrale, dans les mains du gouvernement central, lorsqu'elle fait face, cette police, lorsque le pays fait face à l'assassinat, la tuerie de Charlie Hebdo, et quelques mois plus tard, les tueries au Bataclan, Saint-Denis, et puis sur les terrasses à Paris. Moi, je ne connais pas de pays au monde dans lesquels, par un effet mécanique, la préoccupation du législateur va être beaucoup plus centrée sur la prévention des violences, la surveillance, la restriction des libertés, ce qu'on appelle les pouvoirs de police administrative, et le renforcement des pouvoirs de police. Après 2015, la France vit sous tension. Dans un contexte post-attentat, marqué par la multiplication des discours sécuritaires et racistes, l'état d'urgence fait son retour pour la première fois depuis 2005. Le président de la République et le Premier ministre ont décrété l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national. Il sera sans cesse prolongé avant d'être inscrit dans le droit commun. En parallèle, le gouvernement socialiste concocte un projet de loi pour casser le code du travail. Cela déclenche un vaste mouvement social qui sera très largement réprimé. La répression policière atteint un niveau de violence inédit qui ne fera que s'accentuer. Il est 17h passées lorsqu'Adama Traoré, 24 ans le jour même, croise la route de 3 gendarmes. 2 heures plus tard, il est étendu dans la cour de la gendarmerie de Persan et son décès est déclaré. Le quartier de Boyenval s'embrase pendant 5 nuits. Les gendarmes et les policiers essuient des tirs de chevrotine. 12 sont légèrement blessés. Quand mon frère va mourir le 19 juillet 2016, déjà 10 ans après, je ne me dis pas qu'on serait encore là pour réclamer la vérité et la justice ou imposer les mots comme égalité contre les violences policières. Et on va se retrouver dedans parce qu'en face, tout de suite, une machine de guerre va se mettre en face de nous, une broyeuse. La démocratie doit être là au même niveau pour tout le monde. Et on comprend tout de suite que des vies valent mieux que d'autres et que la vie d'Adama ne valait pas d'être vécue. Après la mort de son frère, Assa Traoré fonde le Comité Adama, un collectif qui, dès 2016, va choisir d'aller confronter la gauche dans ses angles morts, mais aussi de créer des alliances en soutenant différentes luttes du mouvement social. Je ne peux pas dénoncer la mort de mon frère, je ne peux pas parler de racisme, je ne peux pas parler de ce que la France fait subir à nos quartiers populaires et de parler de liberté si d'autres ne sont pas libres dans leur mouvement, si d'autres ne peuvent pas avancer de manière libre, si d'autres subissent des injustices. On reproduirait exactement ce qu'on dénonce à l'État. Oui, à partir de 2016, effectivement, la stratégie politique du comité Adama, c'est de dire on va en soutien de tout ce qui vise l'émancipation, tout ce qui vise le progrès social. Et on essaie d'aller construire des alliances avec cette question des violences policières, de la lutte contre les violences policières, de la lutte antiraciste. On vient avec ça. Et on essaie d'aller soutenir les camarades en lutte. À partir des années 2015, on va avoir une multiplication d'initiatives qui vont réussir à visibiliser les causes qui existaient déjà antérieurement mais qui n'étaient pas visibles. Elles vont le réussir par des innovations dans la manière d'intervenir, dans des radicalités de discours qui vont provoquer en retour des hystéries d'attaques, etc. Toujours est-il que nous réussissons à ce moment-là, dans toute notre diversité, parce que bien entendu, on était loin d'être unis, mais à visibiliser un certain nombre de questions, à imposer dans l'agenda un certain nombre de questions. Idéologiquement, la tension est énorme. Idéologiquement, on est sur une montée
du rapport de force idéologique, ça s'engueule, c'est en permanence, c'est de plus en plus insultant, avec des mesures, et cela va provoquer le passage à des mesures d'injonction à l'invisibilité. La répression n'est rien d'autre qu'une volonté de revenir à la période antérieure. L'objectif à la fois des mesures de répression, mais également de l'augmentation des discours racistes explicites, sous couvert de lutte pour la laïcité, sous couvert de lutte contre le terrorisme, etc. Tous ces éléments-là sont la réponse aux premières victoires que nous avons en termes de visibilité et que nous avons dans le débat idéologique. Il y a quelque chose de très... d'assez émouvant, en fait. À voir les questions qui ont été portées depuis 2005, au moins depuis 2005. Évidemment, encore une fois, il y a eu des choses avant 2005. Moi, je parle de la période que je connais le mieux. C'est assez émouvant de voir que ces questions-là, en fait, qui étaient dans la cave, qui étaient dans les marges, dans les coulisses, en fait, arrivent à s'imposer dans le champ politique et culturel. Mais voilà, à quel prix ? Voilà, à quel prix et oui, moi, à titre personnel, j'ai jamais connu autant de diabolisation et de délégitimation que depuis 2016. Les attaques qui sont liées à mon pseudo-communautarisme, mon pseudo-islamisme, mon pseudo-racialisme, etc., c'est vraiment à partir de 2016. C'est dans ce contexte politique explosif que l'élection d'Emmanuel Macron survient. L'architecte des réformes antisociales de 2016 a réussi à capter une partie de l'électorat des banlieues, évitant les habituels discours discriminatoires de ses concurrents de droite. Le candidat d'En Marche promet au quartier l'émancipation par le business. Ce que vous représentez ce soir ici au Louvre, c'est une ferveur, un enthousiasme, c'est l'énergie du peuple de France. Donc en 2017, lorsque Emmanuel Macron se présente à l'élection, se déclare sa candidature à l'élection présidentielle, les questions de police sont vraiment les dernières qui l'intéressent. C'est le candidat de l'économie. Aujourd'hui, la France est en train de devenir la nation des start-up et elle doit réussir ce pari. On pourrait dire même d'ailleurs le candidat de la finance, d'une certaine manière, mais c'est vraiment pas du tout le candidat de la sécurité. Et sa première prise de parole, c'est le jour où le jeune Théo Louaka est brutalisé à Aulnay ou à Sevran, je ne sais plus, à Aulnay-sous-Bois. Une grande émotion dans le pays, en Europe même, d'ailleurs la presse étrangère en parle, le président de la République se déplace au chevet de Théo Louaka, comme François Mitterrand s'était déplacé près de la famille de Malik Osekine en 1986, et Emmanuel Macron prend la parole pour la première fois sur les questions de police et dit ça n'est pas la police républicaine, ça n'est pas la police que nous voulons. Et il s'entoure, ça on l'a vu dans les Macron Leaks, il s'entoure pour élaborer son programme en matière de police d'experts qui ont été ceux qui ont mis sur pied la police de proximité en 1997. Donc sous le gouvernement Jospin, 20 ans avant. Et notamment l'ancien directeur central de la sécurité publique. Ce qu'il veut, c'est une police de proximité. C'est une police du quotidien. Et il va d'ailleurs déclarer la mise en place de la PSQ, police de la sécurité du quotidien, qu'il va déployer dans un certain nombre de quartiers à titre expérimental. Comme d'habitude en France, sans évaluation, on va multiplier le dispositif très très vite. Et ces quartiers vont être désignés des quartiers de reconquête républicaine. Donc, il y a déjà Macron, président de la République, doit composer avec une vision plus un peu martiale de l'exercice de la police dans les quartiers populaires. On va reconquérir. Ça rappelle Reconquista, ça rappelle d'ailleurs aussi Parti Reconquête qui sera fondé plus tard. Bon, c'est pas forcément, même avec l'adjectif républicain, c'est pas forcément tout à fait approprié, mais enfin, voilà. On met en place, non, on décide de ce programme-là. Le ministre, c'est Gérard Collomb. Le problème, c'est qu'on décide de ça en octobre 2018.
Macron, démission. Honte à la France, honte à Macron. Là, c'est pour un non-retour. 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 Voilà. J'en ai rien à foutre. On se fait massacrer par ces gens-là. On n'a rien, nous. On n'a rien, nous. En fait, de voir les Gilets jaunes, ça a été vraiment un soulagement de les voir se mobiliser, se soulever. Non pas contre nous, les musulmans, les noirs, les arabes, les migrants, mais contre le pouvoir en place. Et donc, tout à coup, on avait un ennemi commun, quoi. Et donc, c'était vraiment parce qu'il y avait lutte et parce qu'il y avait un piquet de grève très précis, les ronds-points. Il y avait là, potentiellement, une alliance. Et ça a été une bouffée d'espoir incroyable, 2018-2019, faut dire ce qui est. Nous, ça nous a porté. Tout à coup, ça ouvrait les horizons. Même dans le champ de l'antiracisme. Même dans le champ de l'antiracisme, on se disait, en décembre 2018, c'est possible. On pourrait le dégager, Emmanuel Macron. C'est possible, on pourrait renverser. Je crois qu'on n'a jamais autant parlé de révolution qu'en 2018-2019. Donc bien évidemment, quand les Gilets jaunes vont dans la rue, c'est une évidence qu'on doit y être. Mais on doit y être parce que ce mouvement-là nous appartient aussi. La réponse du pouvoir est immédiate, sanglante. La répression se traduit par un déchaînement de violences physiques marqué par l'usage systématique des armes mutilantes. Un cap est franchi dans la gestion de l'ordre public. Ce qu'on a vu, c'est que toutes les technologies, les conceptions, les doctrines des équipes, les équipements qui avaient été conçus pour les violences urbaines, je fais ce signe-là parce que les violences urbaines, c'est les violences périphériques, elles ont été transportées dans les centres-villes, là où les manifestants défilaient. Et là, avec stupéfaction, on s'est rendu compte que, la gestion des violences urbaines, ça passe par l'interpellation, ça passe par le contact, ça passe par la prise de risque, ça passe par l'emploi de ces armes de force intermédiaire, LBD, parfois LBD multi-coups, par les diverses grenades, lanceurs de grenades, etc. Ça a été quand même un mouvement, d'abord en Europe, autour de nous quand même, la France est regardée, mais aussi à l'intérieur du pays, plein de gens se sont été interloqués face à ce qu'ils voyaient comme une violence d'État. Là aussi, il y a quelque chose qui est inconscient et qui est de l'ordre d'une dynamique interne. Parce que quand tu récupères, donc par exemple, les dynamiques de chasse à l'homme des BAC et que tu les mets dans le dispositif Brave M, quand tu récupères le mode de fonctionnement de ce qu'étaient les voltigeurs, donc des policiers à moto qui avaient été responsables du meurtre de Malik Oussekine à la fin des années 80, qui avaient été dissous à cette époque-là, quand tu restitues ça, tu fais un mélange entre les voltigeurs, la dynamique des BAC dans les quartiers populaires et que t'envoies ce truc-là, les Braves M, contre les Gilets jaunes, tu sais très bien ce que tu fais, que tu vas chercher une férocité qui est liée au fonctionnement de la police dans les quartiers et en même temps tu cherches un nouvel agencement parce que ça fait des groupes de motards surboostés, surarmés et complètement couverts et que t'envoies contre des rébellions à l'intérieur des centres-villes. Et donc là, il se passe aussi des choses que t'as pas forcément prévues. Il y a une forme d'instrumentalisation de cette férocité, qui est corrigée a posteriori, mais on voit bien que ce qui se corrige, c'est jamais l'utilisation de la férocité. C'est des débordements internes liés au fait que des fois ces unités-là elles respectent pas des ordres. Mais le fait que ces unités elles déploient de la férocité contre les mouvements sociaux, contre les quartiers populaires et dans les colonies, ça c'est la stratégie propre qui explique pourquoi elles sont financées, pourquoi elles sont organisées et pourquoi ça continue. Ce mouvement-là va être contemporain d'un certain nombre de mouvements qui expriment la dégradation sociale en France, de mouvements cette fois-ci de personnes qui ne sont pas issues de l'immigration, de non-racisés. Je pense aux Gilets jaunes, mais également à la radicalisation du mouvement ouvrier, à un certain nombre de grèves et de mouvements nationaux qui vont faire peur à la classe dominante. La sécurité de l'Élysée envisage tous les scénarios, même l'exfiltration du président par hélicoptère en cas d'attaque du palais. L'État Macron, ça a toujours été la répression totale. C'est-à-dire qu'on ne laisse aucun espace d'espoir, en fait, où les gens pourraient y croire, pourraient se dire, mais
on va vers du progrès social. On peut obtenir de nouveaux droits. On pourrait obtenir de nouveaux conquis sociaux. L'État Macron, vous n'obtiendrez rien du tout. Vous n'aurez rien. Et si vous faites les malins, eh ben vous risquez de perdre un œil. C'est ça le discours de Macron. Et malheureusement, ça a relativement marché en fait. Le bilan est lourd, très lourd. Des milliers de blessés, des dizaines d'éborgnés et de mains arrachées. C'est un choc pour la France des ronds-points, qui découvre dans sa chair la violence policière, la criminalisation de leurs mouvements et le déni de l'État. Aujourd'hui, il y a une marche des mutilés, des gilets jaunes qui ont été mutilés par de la répression dans les manifestations auxquelles ils participaient. Est-ce que vous regrettez ce qui a pu se passer? Est-ce que vous leur présentez des excuses pour les blessures dont ils ont été victimes? Écoutez, je ne présente pas d'excuses, je m'en remets à la justice de mon pays. C'est pas parce qu'une main a été arrachée, parce qu'un œil a été éborgné, que la violence est illégale. Il faut bien intégrer ça dans le processus qui est le nôtre. Donc il faut accepter ces mutilations. Il faut surtout ne pas rendre acceptable le fait que l'on puisse s'en prendre à des policiers, aux institutions de la République de manière violente pour exprimer des convictions. Mais quelles sont ces convictions? Une partie de la population prend alors conscience de ce qu'ont enduré les habitants des quartiers populaires pendant des décennies, dans l'indifférence générale. Dans les Gilets jaunes, on est tous pareils. Et je commencerai, parce que ça va pas être long, par un « je m'excuse ». Je m'excuse parce que depuis des années, vous vivez des choses qu'on vit depuis 8 mois, 9 mois presque. Vous perdez des frères, des sœurs, des cousins, des cousines. Et nous, on apprend ça et on dit putain, on est des gilets jaunes, on s'en prend plein la gueule alors que vous vivez pire que nous. Et depuis des années. Et les politiciens diront jamais ce mot-là. Pardon de ne pas avoir su. Pardon de ne pas avoir entendu. Et pardon d'avoir cru ce que les médias disaient. Il n'a pas à demander pardon. C'est pas lui le responsable. Celui qui est responsable, c'est l'État, c'est le système. Ce sont ceux qui sont garants de nos droits. Ce sont ceux qui ont prêté serment. Ce sont ceux pour qui nous avons voté. Ce sont ceux pour qui sont censés garantir, en tout cas, être garants de nos vies et ne pas être responsables de nous ôter la vie. Et aujourd'hui, ce sont eux les premiers responsables. C'est un système qu'il faut changer quand on parle de racisme, de discrimination, de violence policière et toutes ces choses-là, d'inégalité. C'est un système qu'on met en cause. On ne peut pas parler de manière individuelle. Mais quand ce gilet jaune vient à Beaumont, il vient pour nous montrer son affection et de dire ce combat, nous l'allons porter ensemble. Moi, j'en veux pas aux gens qui ne connaissaient pas les quartiers populaires, qui ne sont jamais venus dans les quartiers populaires, peut-être c'était même assez loin d'eux. C'est de dire, aujourd'hui, comment on fait pour que toutes ces personnes-là qui sont loin de tout ça puissent en tout cas faire partie de cette cause-là et que nous puissions la porter ensemble. En 2020, la vidéo du meurtre de George Floyd par un policier blanc va provoquer une onde de choc et lancer un mouvement mondial contre le racisme. Cette campagne trouve un écho particulier en France. Toute une génération se politise et se met en mouvement. En quelques mois, le camp antiraciste réalise une percée idéologique majeure, transformant radicalement la perception de ces questions dans le débat public. On va avoir, en 10 ans, si on prend les 10 dernières années, c'est quand même très parlant. Tous les segments des classes populaires s'est mis en mouvement de manière séparée. On a eu les Gilets jaunes qui expriment le résultat de 30 ans de précarisation, de paupérisation et de déclassement, y compris des classes moyennes. On a quelques années plus tard, mais de manière très proche, on a le mouvement contre la réforme des retraites. Qui va être lui aussi un des plus grands mouvements depuis 1995, le plus grand mouvement depuis 1995. Et donc on va avoir à ce moment-là aussi, en termes de quantité comme en termes de radicalité, quelque chose qui exprime la dégradation de la société française. Et puis, et là aussi, les Gilets jaunes ne rejoignent pas ce mouvement, les anciens Gilets jaunes ne rejoignent pas ce mouvement. Et on va avoir un troisième mouvement avec la mort de Naël, où on va là avoir la plus grande révolte des quartiers populaires en termes d'étendue géographique, en termes de type de villes qui sont touchées, même des petites villes sont touchées, en termes de masse de personnes impliquées. C'est la plus grande révolte, y compris plus grande que 2005, qui est connue l'histoire. Et donc on a les 3 segments des classes populaires qui entrent en lutte de manière séparée. Du côté de la classe dominante, on va avoir, à mon sens, une vraie inquiétude, et c'est ce qui va expliquer la généralisation aux autres mouvements
des pratiques et des violences qui étaient auparavant limitées aux quartiers populaires. Et ça va avoir un effet, à mon sens, d'accélération de la prise de conscience pour une partie de la gauche, c'est-à-dire le fait de se voir traité avec les mêmes termes que ce qu'on disait des quartiers populaires auparavant, de se voir taper de la même manière que la manière dont on tapait les quartiers populaires auparavant, va amener toute une partie de la gauche à se questionner sur son regard qu'elle avait auparavant sur les questions et revendications des quartiers populaires. Et dans un autre tweet, vous écrivez 2 jours plus tard, la police tue et le groupe factieux Alliance justifie les tirs et la mort pour refus d'obtempérer. La honte, c'est quand ? Ces propos, Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous les assumez à nouveau ce matin ? Évidemment, c'est mon devoir de le faire. C'est un mot qu'on ne pouvait pas dire. C'était pas quelque chose qui était reconnu. On peut le dire aussi dans l'aspect politique, il y a une évolution. Aujourd'hui, et de la droite comme dans la gauche, la question des violences policières était quelque chose qui était en sourdine, dont il ne fallait pas surtout parler. Et c'est une évolution qu'on a pu voir. On a imposé cette question aux partis de gauche. On a imposé la question des violences policières. On a fait en sorte que la question des violences policières soit mise au plus haut. C'est pas une question qui devait passer au second plan. Quand mon frère va mourir, on va comprendre tout de suite qu'il y a Adama Traoré, mais il y a eu des Adama Traoré avant, il y a eu des collectifs avant qui sont battus exactement de la même chose. Et si on les avait écoutés, eux, Adama Traoré ne serait pas mort. Si on nous avait écoutés, nous, d'autres qui sont arrivés après, Gaye Camara, ou bien d'autres, Olivier Gomez, ou d'autres ne seraient pas morts. Donc il y a eu un rapport de force qui a été fait, c'est qu'on a imposé ces questions-là dans l'espace public, dans l'espace politique. Il y a des périodes dans l'histoire des sociétés, et c'est en particulier les périodes dans lesquelles des séquences fascistes sont possibles, ou en tout cas sont dans les hypothèses que pose une partie des classes dominantes. Ce sont les périodes dans lesquelles il y a l'émancipation qui progresse réellement. C'est-à-dire que je pense qu'il y a danger fasciste quand il y a possibilité d'émancipation aussi. C'est l'ensemble des progrès en cours. C'est les radicalisations d'un certain nombre de luttes. C'est des résultats électoraux de forces qui dénoncent les 40 dernières années de néolibéralisme destructeur des conditions d'existence dans la société. C'est tout ça qui, progressant rapidement, amène une partie des classes dominantes à envisager le fascisme et à enclencher la fascisation dès maintenant et à envisager le fascisme réellement. C'est-à-dire que moi, je ne pense pas que le fascisme soit ni dans les années 30 du siècle dernier, ni aujourd'hui, simplement la décision d'un dictateur, d'un coup d'État, etc. Je pense que c'est lorsque une partie des dominants se dit « Oh là là, ils peuvent s'unir. Oh là là, ça devient possible pour eux, ceux d'en face. » Je pense qu'on est, contrairement à l'apparence, on n'est pas dans une période catastrophique. On est dans une course de vitesse. Qui va l'emporter ? Ça, j'ai pas la réponse à cela, mais une course de vitesse entre une radicalisation et une montée des contestations et d'une volonté d'un vrai changement et la volonté de l'arrêter par tous les moyens, y compris par le fascisme. Donc pour moi, rien n'est perdu. Je serai moins affirmatif que certains en disant les fascistes vont arriver au pouvoir. L'hypothèse fasciste est posée, mais la possibilité d'un mouvement social massif est également présente. La question qui reste posée aujourd'hui, c'est ces 3 mouvements dont j'ai parlé tout à l'heure, on va dire les précaires des classes populaires, la classe ouvrière habituelle et la classe ouvrière racisée et ghettoisée dans les quartiers populaires, vont-elles réussir à converger vers un mouvement commun et ce mouvement-là ne peut que l'emporter, ou vont-ils rester des mouvements juxtaposés comme ils le sont encore aujourd'hui ? 20 ans plus tard, nous sommes donc à un moment décisif. L'extrême droite est aux portes du pouvoir, mais en face, le camp de l'émancipation est là, présent, conscient de lui-même et du rapport de force. Si les classes populaires de ce pays s'unissent, tout est possible, tout peut basculer. On est dans un tournant très fort depuis plusieurs années et ce tournant se resserre de plus en plus, mais on a en face la violence de ce qu'ils voient en face d'eux. Ils se préparent parce qu'en fait nous sommes très forts, parce que nous sommes puissants.
Donc c'est seulement la conséquence de ce qu'ils ont en face. Ils n'ont pas des gens faibles, ils n'ont pas des victimes devant eux. Moi, je suis une famille de victimes et je ne serai jamais leur victime. Et je ne pense pas que le peuple français est un peuple de victimes, bien évidemment. Les avancées que nous avons eues dans notre société sont des avancées qui, pour l'instant, n'ont pas éliminé le paradigme qui était un paradigme de séparation, un paradigme d'inégalité, etc. Il y a encore besoin d'un mouvement autonome et donc il faut, pour poser les questions qui fâchent, pour pousser à ne pas s'arrêter à mi-chemin, pour pousser à être cohérent complètement avec ces questions-là, pour pousser à ne pas secondariser des revendications au prétexte d'unité plus large. Pour toutes ces raisons, il y a encore besoin d'un mouvement autonome. Et derrière tout cela, c'est la manière de poser les questions de la société française qui sont posées. Est-ce que dans cette manière de la poser, les donnes historiques, les donnes liées à la construction de la société française et à la hiérarchisation de ces populations sont posées et posées jusqu'au bout, ou est-ce qu'elles ne sont pas posées? Bien évidemment que l'extrême droite, on va continuer à la combattre au même niveau que nous avons combattu d'autres mouvements, d'autres faits de société. On ne s'est jamais laissé faire. Même avant nous, et on ne se laissera jamais faire là. Et politiquement, comme je l'ai dit, on doit avoir des gens qui nous ressemblent, des gens qui nous rassemblent. C'est ça qui est le plus important. Et de dire que la confiance, elle ne se fait pas seulement parce qu'on fait partie de droite ou de gauche, mais c'est de dire aujourd'hui comment on renouvelle cette politique, comment on est dans le changement. Et cet espoir, il doit se porter à ce moment-là. Il doit se porter sur des nouveaux visages politiques qui vont donner espoir à cette jeunesse, parce que l'égalité ne doit pas rester un rêve, mais doit devenir une réalité. Et pour que l'égalité devienne une réalité, il faut que nous ayons un renouveau dans le système français. Il faut qu'on repense les choses, il faut qu'on change les choses, il faut qu'on fasse évoluer. Il faut surtout qu'on reconnaisse le rôle de la France dans l'histoire de l'esclavagisme, de la colonisation. Parce qu'assumer qu'il y a du racisme, c'est pas une faiblesse. Mais assumer qu'il y a du racisme, c'est pouvoir sauver des vies. Assumer qu'il y a eu de la discrimination, du racisme, c'est pas une faiblesse aussi. C'est de pouvoir avancer au même niveau que son peuple et avancer au même niveau que la population française, parce qu'une population évolue, celle qu'il y a aujourd'hui, elle évoluera encore dans 10 ans, dans 20 ans, mais c'est de dire comment, et il faut évoluer en même temps que son peuple, et je pense qu'on a un énorme retard sur ça. Donc c'est aussi ces mentalités et ces visions-là qui changent, mais elle se changera seulement quand politiquement les choses vont se faire, mais je pense qu'aujourd'hui ils ont compris que la politique, elle ne peut pas se faire sans nous, elle se fera avec nous, quoi qu'il arrive, parce que c'est le peuple qui fait évoluer un pays. Nous sommes la France, nos pères, nos grands-pères sont morts pour ce pays.